J'espère que vous avez une petite laine parce qu'il ne fait pas très chaud dans ce bâtiment. On est en Suisse, ça va. Donc c'est un grand plaisir de vous avoir ce soir ici pour cette conférence de souveraineté suisse. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire. Je vais adopter un format pour vous faire participer un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'informations que je vais dire finalement que vous êtes censés savoir. La plupart des personnes qui sont ici présentes, j'imagine, sont suisses ou sont dans l'environnement suisse. Donc c'est des informations qu'on a disponibles depuis déjà longtemps et je dirais que le moment actuel est vraiment propice à discussion sur la souveraineté puisque, comme vous le savez, il y a des discussions qui sont en cours avec l'Union européenne, le paquet UE bilatéral 3 qui fait couler pas mal d'encre sur les réseaux et dans la presse. Donc ces objets ont été placés en consultation et on arrive dans une situation où il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup de choses à dire sur le sujet. Alors, je vais juste me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis économiste, entrepreneur franco-suisse. J'ai commencé ma carrière aux États-Unis. Je travaille pour un groupe multinational dans l'équipement sportif. Et donc, j'ai commencé à travailler dans les années 2000. Et je suis parti directement aux États-Unis. Je suis resté 4 ans. J'étais au pied des Rocheuses. Ça, c'est pas les Rocheuses, c'est la Suisse. Et j'ai donc développé des activités essentiellement marketing commercial pour une marque luxe du groupe La Puma. Et donc j'étais aussi sur le territoire américain quand il y a eu les attentats de 2001 au cœur de la finance à New York. Et comme beaucoup de monde, j'ai été très choqué de ce qui s'est passé ce jour-là. Mais comme je suis quelqu'un de très curieux par nature, quand j'ai vu que c'était passé au cœur de la finance, je me dis, oula, il y a quelque chose qui n'est pas très net, qu'il faut un peu investiguer. Donc j'ai commencé à mettre mon nez plus en profondeur dans la finance, puisque c'est un sujet qui m'intéresse en réalité, particulièrement les questions monétaires. Puisque on m'a toujours dit que celui qui contrôle la monnaie, grossièrement, il contrôle le show. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé particulièrement à cette problématique. Et juste pour information, mon père travaillait dans la finance à Genève et je lui posais souvent des questions le soir quand j'étais à table sur le mode de fonctionnement de la Banque nationale suisse et il me donnait des réponses qui n'étaient pas très satisfaisantes à mon goût. J'avais 14-15 ans. J'ai dit oui mais attends, qu'est-ce que tu me racontes là que les banques centrales créent de l'argent à partir de rien comme ça, de nulle part? J'ai dit non, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai investigué la chose et en fait, quand il y a eu les attentats de 2001 au cœur de la finance, je me suis dit qu'il y avait des choses qui devaient se passer en coulisses, qui n'étaient pas révélées au public. Donc j'ai commencé à creuser beaucoup plus. Et je suis rentré en Suisse en 2004 et j'ai commencé à investiguer un peu plus le sujet sous différents angles. Et ensuite j'ai écrit donc mon livre il y a 2 ans, qui s'appelle Le suicide monétaire. Et qui retrace un petit peu en substance l'essentiel qu'il faut savoir sur les fondamentaux monétaires, puisque c'est un sujet qui est assez large, en réalité, et tout est fait, je dirais, chez certaines personnes et certains auteurs, pour apporter de la confusion, alors qu'en réalité le sujet il est assez simple. Et donc j'ai synthétisé ça dans cet ouvrage de 122 pages pour les personnes qui n'ont aucune connaissance ni en économie ni en finance pour pouvoir comprendre l'articulation monétaire et la réalité et le fait qu'on ne peut pas créer de la monnaie à partir de nulle part. Voilà, il doit y avoir une contrepartie productive. Donc ça c'est un petit peu mon profil. Donc moi j'ai un profil d'entrepreneur, j'ai travaillé dans différentes entreprises, à la fois en indépendant et en corporate, donc j'ai cette double casquette qui fait que j'ai une vision périphérique assez développée, un peu à 360 et que je m'intéresse à beaucoup de choses. Alors,
Souveraineté suisse, pourquoi souveraineté suisse? Puisque c'est un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Ça fait plus de 30 ans que je suis de près ce qui est en train de se passer en Suisse. Et comme beaucoup de personnes, j'étais dans des périodes où j'ai eu beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration parce que je voyais les choses se dérouler, je voyais les événements et j'ai anticipé en fait ce qui allait se passer. Et déjà, ce qui se passe aujourd'hui, je le voyais déjà il y a 25 ans. Et à ce moment-là, c'était un peu compliqué de parler de certaines choses. Depuis qu'il y a eu la crise du Covid, c'est beaucoup plus facile dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu réveillés sur les enjeux, ce qu'ils cherchent à faire, etc. Donc j'ai voulu lancer ce mouvement il y a 15 ans quand j'étais à Lausanne, mais c'était trop tôt. Donc j'ai fait différemment et j'ai décidé de lancer ce mouvement donc, le 1er août 2025, cette année, puisque c'était le bon moment de le faire. Et donc, Souveraineté Suisse remplit un espace qui est inoccupé pour l'instant, qui a pour objectif de défendre les piliers historiques de la Suisse, c'est-à-dire la neutralité, l'indépendance et la démocratie directe, qui sont attaqués de toutes parts aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. Donc, notre organisation actuelle, c'est une association. On est inscrit au registre du commerce depuis le mois de septembre. On a pour vocation d'avoir une organisation hybride entre l'association qui va s'occuper de toutes les activités militantes de terrain, de communication, de pédagogique, à la fois sous forme de conférences, d'ouvrages, d'interventions, de personnalités de la société civile. Et puis la fondation Souveraineté Suisse qu'on va créer normalement d'ici le mois de janvier 2026. Donc c'est les 3 prochains mois, on va constituer une fondation qui aura pour but de défendre sur le long cours et le long terme la souveraineté suisse. Et pour ça, il faut des moyens financiers, il faut de la stratégie. Donc la fondation sera en charge d'organiser et structurer la stratégie et surtout lever des fonds importants auprès de grands donateurs, mécènes, partenaires pour financer nos activités. Sachant qu'on a déjà des idées de mettre à disposition, vendre des produits qui vont permettre à la fondation aussi, en plus des grands donateurs, des legs, de générer des revenus et de pouvoir financer toutes ces activités, parce que tout ça coûte très cher. Vous voyez bien que les personnes qu'on a en face, elles ont beaucoup de moyens, elles ont les médias avec eux, et pour pouvoir se battre et défendre toutes ces idées et défendre la Suisse, il faut de l'argent en fait. Donc voilà, organisation hybride, association et fondation. On a fait déjà beaucoup de choses en peu de temps finalement, puisque on a lancé le mouvement le 1er août. Le 1er août évidemment pas par hasard, pour marquer les esprits. Et notre QG est essentiellement sur Telegram. Alors Telegram, c'est pas aussi connu peut-être que Facebook, parce que beaucoup de gens qui sont sur Facebook, surtout des personnes un peu plus âgées. Ceci dit, on a choisi d'utiliser Telegram parce que c'est un réseau qui est le plus confidentiel, on va dire, enfin qui apporte le plus de confidentialité, d'ouverture. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de réseaux qui sont censurés. Facebook censure beaucoup de contenu. Philippe me disait encore en début de semaine qu'il a essayé de poster du contenu et il bloque beaucoup de contenu. Donc Telegram, c'est un des réseaux les plus libres et surtout qui permettent de créer une audience et d'avoir beaucoup de fonctionnalités. C'est pour ça qu'on a choisi Telegram. Donc si vous voulez nous rejoindre sur Telegram, je vous conseille de le faire, puisque en 3 mois, on a déjà quasiment bientôt 1200 abonnés. D'accord ? Il y a des groupes
divers et variés qui font un petit peu un travail un peu différent, mais des mouvements indépendants qui cherchent comment on va dire, à mettre en avant et défendre certains aspects qui sont importants aujourd'hui et sur certains enjeux. Et nous, en seulement 3 mois, on a pu constituer plus de 1200 abonnés sur Telegram. Ça veut dire qu'il y a une très grosse traction. Cette très grosse traction, on la constate aussi sur le réseau professionnel LinkedIn. Où il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont en sous-marin, qui laissent pas nécessairement des likes, mais qui regardent ce qu'on fait, puisqu'ils sont très enthousiastes à l'idée des projets et des développements de souveraineté suisse, mais pour des raisons de confidentialité, ils ne veulent pas nécessairement faire des commentaires, puisque évidemment c'est un réseau professionnel. Donc si y a certaines personnes qui veulent rester plutôt discrètes. Voilà. Donc on a en prévision de se développer sur de multiples réseaux, Telegram, Facebook, LinkedIn, X aussi, et donc voilà, on est en train de dérouler tout ça. Vous verrez tout à l'heure, lorsqu'il y aura l'apéro, qu'on a laissé des flyers. Il y a un appel à engagement, donc vous pouvez prendre des flyers parce qu'on cherche des bénévoles qui veulent s'impliquer. On a différents pôles sur Telegram. On a eu un mode de fonctionnement qui est agile, donc vous pouvez participer en fonction du temps. Vous avez des compétences, on cherche tout type de profil. Des fois, il y a des gens qui disent « Oui, moi je ne sais pas ce que je peux apporter ». Tout le monde peut apporter quelque chose en réalité. Il s'agit simplement de faire preuve d'initiative. On cherche des personnes qui ont envie de faire avancer les choses et qui sont dans l'action. Voilà, ça c'est important. Parce que des fois, on a certaines personnes qui critiquent tout le temps, qui n'ont rien à proposer, qui n'ont pas de solution. C'est pas le profil de personnes qu'on cherche. Je dis juste d'emblée parce que on est vraiment tourné vers l'innovation, vers l'action et on cherche ce type de profil. Donc vous pourrez prendre des flyers sur la table tout à l'heure si vous connaissez des gens qui veulent s'impliquer et qui ont un peu de temps. On a aussi un flyer donateur puisqu'on est en train de lever des fonds auprès des personnes physiques et des personnes morales. Et il y a nos coordonnées bancaires si vous voulez nous soutenir financièrement. Vous connaissez des gens qui ont des moyens et qui peuvent nous soutenir. Ce serait vraiment bien de votre part. Voilà. Alors, l'idée de cette présentation, il y a pas mal de choses que je vais dire que normalement vous devriez savoir, c'est un peu un rafraîchissement. L'idée, c'est aussi, que je trouve plus intéressante, c'est d'avoir un petit peu une idée de ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, de la souveraineté et quelle est la situation que vous ressentez, en fait. Donc, la particularité en fait de souveraineté suisse, c'est qu'on comble un espace qui n'existe pas, à savoir un espace apartisan qui est là pour unir les Suisses et se positionner en mode aérien. En mode aérien, ça veut dire qu'on est là pour défendre les valeurs historiques de la Suisse. Et ces valeurs historiques, on est à même de les défendre et de les protéger si on se place au-dessus des partis. D'accord ? Et des clivages traditionnels. Donc c'est notre positionnement. D'autre part, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à certains groupes qui ont fait un travail remarquable jusqu'à présent, il y a les Amis de la Constitution, il y a Pro-Suisse, il y a le mouvement fédératif roman, il y a plein de groupes, et c'est ce qui fait la richesse de ce combat, c'est que c'est bien qu'il y ait plein de groupes en fait. Parce que chacun travaille un peu différemment avec ses audiences et tout groupe centralisé est dangereux en fait. Donc ça respecte aussi ce principe de subsidiarité où chacun peut travailler au niveau local. Mais ça n'empêche pas que nous, de notre côté, on veut fédérer sur des valeurs communes et pouvoir avancer sur des projets concrets pour défendre la Suisse, et, puisque les enjeux en fait sont considérables. Considérables. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est la démocratie directe.
Ce qui risque de partir en fumée, c'est la démocratie directe. La mise à mort de la démocratie directe. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont pas rendus compte. Ça, c'est sûr. C'est le danger. Alors juste pour vous dire que nous, on aime bien les symboles et on a choisi comme mascotte le bouquetin des Alpes. Alors c'est pas un bouc, c'est pas le mâle de la chèvre, c'est pas un bouc, hein, c'est un bouquetin, d'accord? Et il n'a pas la croix de Baphomet, donc pour ceux qui ont des doutes. Donc voilà, le bouquetin c'est le roi des cimes et c'est celui qui est toujours sur les hauteurs, qui est toujours indépendant. Et donc cet animal extraordinaire qui fait preuve d'agilité a toujours pu s'en sortir dans les conditions les plus difficiles, on va dire. Et c'est exactement le profil de la Suisse. Faire le maximum avec des conditions difficiles. Faire le maximum avec un franc fort et en se positionnant sur les meilleurs produits, les meilleures techniques pour être les meilleurs dans ce qu'on fait. Parce que la Suisse n'a pas, comme vous le savez, de richesse naturelle en tant que telle, mais c'est surtout son ingéniosité et son paysage et sa force de travail qui a fait son succès. Alors aujourd'hui on va parler donc de la souveraineté, pilier d'indépendance ou relique du passé. Donc c'est un thème qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui, parce que notre souveraineté est attaquée de toutes parts. Il y a déjà au niveau politique, d'autre part il y a des organisations qui se sont établies en Suisse, je parle par exemple la FINMA, le GAFI, qui se sont infiltrés dans notre gouvernance et qui aujourd'hui dictent des lois qui n'ont été décidées par personne, grossièrement. Enfin, personne, pas tout à fait. Simplement, ce sont des organismes qui sont gérés par des entités étrangères et qui nous dictent ce que nous devons faire. Aujourd'hui, donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est quelle est votre perception de la souveraineté. Pour vous, qu'est-ce que c'est la souveraineté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question-là? À votre avis, c'est quoi la souveraineté? Parce qu'on entend parler de souveraineté un petit peu partout, mais qu'est-ce que c'est que la souveraineté? À votre avis? C'est déjà basé sur la monnaie. Un État qui n'a pas de monnaie n'est pas souverain, déjà. D'accord, donc il y a un lien étroit entre monnaie et souveraineté, c'est clair. Parce que si votre monnaie est contrôlée par quelqu'un d'autre, eh ben, vous n'avez plus les leviers. Je pense qu'on peut commencer à définir la souveraineté comme étant une capacité à choisir de manière autonome, de décider par soi-même, C'est ça. capacité de décision par soi-même. En fait, souveraineté, c'est un mot. C'est un mot qui est très fort. Parce qu'il permet de couvrir l'ensemble des facettes de notre autonomie. Notre autonomie et notre liberté d'action, dans tous les domaines en fait. Que ce soit au niveau économique, politique, monétaire, juridique, sanitaire, sociétal, culturel. Notre souveraineté culturelle, c'est par exemple quoi? Il y a tout le système médical. Faire en sorte que les films américains nous noient pas dans les salles. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, je dois dire heureusement qu'il y a des films américains, parce que si c'était des films suisses, on Ça, irait pas souvent en salle. Oui, je comprends. Ouais. Après, ça n'engage que vous. Hein.
Ça n'engage que vous. Qui finance? Alors, au-delà de la souveraineté, est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui vous inquiète? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la parole là et me dire qu'est-ce qui vous inquiète le plus par rapport à la situation actuelle? C'est ce que nous avons vécu hier soir à Unis du Four, c'est-à-dire qu'on nous vend maintenant, on nous vend les bilatérales, on ne nous les vend pas, on nous les impose pratiquement. C'est la 3e réunion que je fais, enfin en auditrice à l'Uni. Il n'y a pas de contestation, c'est-à-dire que c'est leur opinion est terminée, il n'y a pas de débat contradictoire, on va dire. Donc ça c'est très grave. Et hier ce qui s'est passé, je pense que vous l'avez quand même vu à la télévision, c'était aussi très maladroit de faire venir un conseiller fédéral et à quelques jours d'achat de drones par Israël. Donc automatiquement il fallait qu'il se doute que le père Fischer, il allait se faire chahuter par tout un mouvement qui justement veut la liberté suisse et aussi la liberté à Gaza. Entre les avions achetés, les drones achetés, et vous nous parlez de souveraineté. Hier soir, ils n'ont parlé que de guerre. Que l'Europe allait nous aider, qu'il fallait entrer dans l'Europe parce que l'Europe nous aide. On est des bébés, on est des petits bébés, on est quoi? Moi j'étais folle, hier soir j'étais hystérique. Heureusement que j'étais pas là alors. J'étais hystérique, hier soir, ça m'a pas passé d'ailleurs aujourd'hui. Il va y avoir de la En fait, ils cherchent à recruter des bébés pour la crèche, c'est ça? Ah ouais. Mais c'était incroyable, quoi. Et ça a très mal tourné, ça a dégénéré, quoi. Donc effectivement, c'était honteux, c'était honteux. Effectivement, il y a une grosse inquiétude par rapport à ces bilatérales. On va en parler quelques instants aussi. La Suisse a abandonné une partie de sa neutralité en reprenant les mesures qui ont été imposées par l'Europe et l'Ukraine. Mais là, on n'a pas eu notre mot à dire. Non, justement, sachant que c'est pas quelque chose qui est nouveau. Vous l'avez vu de manière successive avec les différents conseillers fédéraux. Ça a commencé bien avant Wilhelm Schlumpf, après il y a eu Michel Calmiret. En fait, on a vu ce glissement. C'est comme s'ils se fondaient dans une sorte d'agenda où il fallait diluer. Et en fait, on y va petit à petit, et de fil en aiguille, on habitue les gens. Comme la grenouille dans l'eau chaude. Voilà, on habitue les gens à en fait dissoudre, diluer notre neutralité. Donc effectivement, la souveraineté, c'est notre capacité à décider librement de notre destin et de notre façon de vivre et de notre organisation. Et ce qui fait la force de la Suisse, effectivement, et cette force est très enviée par de nombreux pays et de nombreuses populations, c'est notre neutralité, notre indépendance, notre démocratie directe, puisque en réalité c'est un système unique au monde, et notre fédéralisme, donc le principe de subsidiarité qui permet de placer les décisions au plus proche de la population. C'est-à-dire que toute décision qui ne peut pas être prise au niveau local, à ce moment-là elle passe au niveau au-dessus, mais tout ce qui peut être fait au niveau local doit être appliqué au niveau local. Et ça, c'est de moins en moins le cas depuis déjà des années entre les conférences des gouvernements intercantonaux. Vous vous souvenez de la réforme Armos pour l'éducation? En fait, ils travaillent en parallèle ils ont mis en place des organisations qui sont parallèles aux organisations officielles pour en fait court-circuiter le système de gouvernance normale. Et ça, la conférence des gouvernements cantonaux en Romandie est emblématique. Ils ont des budgets,
Il n'y a aucun mandat du peuple pour faire ça. C'est quand même effrayant. Les accords cadres aussi. Les gens, je suis même pas sûre qu'ils savent ce que c'est qu'un accord cadre. Chaque fois qu'ils veulent faire passer une mesure qui existe déjà dans l'Union européenne et qui veulent que la Suisse entre prenne cette mesure, ça s'appelle un accord cadre. Mais je ne suis pas sûre que le citoyen de base, c'est quoi un accord cadre? Oui, sachant qu'on parle de bilatéral 3, mais il n'y a pas d'accords bilatéraux. Non. L'Union européenne ne voit pas ça comme des accords bilatéraux. C'est unilatéral. On reprend le droit européen. Oui, c'est ça. C'est tout. Donc il n'y a pas d'accords bilatéraux. C'est pour ça qu'on parle d'adhésion dissimulée en fait. Oui. Ah mais oui, mais ça c'est clair, hier soir, je peux vous dire, c'est évident, 1600 pages, monsieur, 1600 pages. Voilà. En tout cas, les accords qu'ils sont en train de négocier, enfin qu'ils ont négocié derrière notre dos, ça c'est plutôt la réalité. Le Conseil fédéral depuis des années et l'administration négocie. En fait, elle négocie rien en réalité. Elle fait en sorte que la Suisse accepte le droit européen en fait. Il n'y a pas de négociation, c'est juste un protocole, un processus qui est en cours déjà depuis des années dans l'administration fédérale et le Conseil fédéral pour que la Suisse soit poussée dans l'Union européenne. Donc on est dans un processus avant tout technique, juridique, pour pousser la Suisse dans l'Union européenne. Donc ils sont très forts parce qu'ils utilisent des points techniques et une littérature très abondante et souvent écrite en petits caractères. C'est toujours la même technique pour que les gens n'aient pas le temps de lire. Et vous seriez étonnés parce que la plupart des parlementaires suisses ne savent pas ce qu'il y a dans ces textes. Vous le savez ça? Ils ne l'ont pas lu. Non, ils ne lisent pas. C'est des milliers de pages. Voilà. C'est des milliers de pages. Voilà. Ça arrive en anglais déjà. L'anglais n'est pas une langue pratiquée en Suisse, donc ça arrive en anglais, puis après c'est redistribué. Voilà. C'est comme pour la CNG. Voilà. Et cette technique est utilisée déjà. Il n'y a rien de nouveau. Hein. C'est déjà utilisé aux États-Unis depuis très longtemps pour endormir les gens et passer de la législation. Vous passez en mode technocratie et tout est régulé. Vous le voyez, au début de l'Union européenne, ils voulaient que je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais ils voulaient les concombres qui soient complètement droits. On ne pouvait pas vendre des concombres de travers. Vous voyez, vous vous souvenez de ça? Ça, c'était au début. Donc tout est régenté, tout est réglé, tout est... et en fait, c'est une véritable technocratie qui n'arrête pas de pondre des règlements sur la vie des gens. Vous avez vu ces bouchons qu'ils font sur les bouteilles, là, maintenant? Ils ont mis 2 jours, pendant 2 jours, je connais des gens qui étaient là-bas, ils ont mis 2 jours. J'ai dû retirer le truc parce que vous voyez, on a adopté le... Savoir s'il y avait s'il fallait tenir 2 jours. Il y a 27 ici. Pour savoir s'il était tenu ou pas tenu, et combien de vis, et combien de... Non, ils sont malades. C'est des tarés. Alors, l'histoire de la souveraineté, vous êtes censé savoir que le pacte fédéral qui a été établi à cette période a scellé dans le marbre le fait que la Suisse ne devait pas répondre à des juges étrangers. Donc ça remonte de loin. Il y a toute une histoire d'indépendance et d'autonomie qui date du XIIIe siècle. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à vendre la Suisse pour quelques traités. Vous voyez que ça s'accélère en plus depuis quelques mois. Vous voyez qu'ils sont en train de mettre un maximum de pression parce qu'en fait le temps est court. Que des séances. Ouais. C'est comme si en fait ils voulaient se dépêcher
avant que Comme ça, les gens font que les gens se réveillent et donc ils sont très malins. En plus de ça, ils ont 5 ans. Donc la neutralité en tant que telle date de 1815, donc la Convention de Vienne où la Suisse, les nations européennes en avaient un petit peu marre de la Suisse parce que les Suisses étaient considérés comme des bagarreurs et qui aimaient bien se fighter à droite à gauche et puis ils se sont dit bon ça suffit, maintenant vous allez rester neutre et puis on vous garantit l'indépendance et la neutralité, mais s'il vous plaît, vous n'envoyez pas vos mercenaires à droite à gauche, parce qu'on en a un petit peu marre. Donc c'est pour ça aussi que la Suisse a eu ses avantages à cette époque de pouvoir être neutre et indépendante. Et donc 1848, création de l'État fédéral moderne comme vous le connaissez maintenant. On a d'ailleurs pris comme figure tutélaire Alfred Escher, l'industriel, qui a fait beaucoup pour la Suisse et son développement, la percée du Gothard, développement du pays et qui a fait aujourd'hui de la Suisse un État moderne, performant, la place financière. C'est lui qui avait aussi jeté les bases de la création du crédit suisse. Donc voilà, on a choisi Alfred Escher comme figure tutélaire et un peu comme exemple et comme référence pour la Suisse. Donc, vous l'avez bien compris qu'aujourd'hui, le système qu'on a de démocratie directe, ces référendums qui sont répétés tout au long de l'année, qui permettent de lancer des initiatives populaires, c'est quelque chose qui est unique au monde. Et ce système-là dérange. Il dérange beaucoup. C'est pour ça que je le dis souvent, ce système de gouvernance et cette démocratie directe, n'est pas compatible, je dis bien, est incompatible avec le système de gouvernance européen. Parce qu'il n'y a rien de tout ça en fait. Vous avez une technocratie de gens pseudo-élus qui n'ont pas de compte à rendre grossièrement, qui ont tous les avantages associés, la plupart ne payent pas d'impôts. C'est un peu comme les gens qui sont dans les organisations internationales ici. Qui n'ont pas de compte à rendre et qui ont grossièrement une autoroute pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Vous vouliez dire quelque chose ? Oui, l'administration européenne, c'est une administration qui a été créée par des fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires qui se sont rencontrés et qui ont fait naître des dizaines de milliers de fonctionnaires qui ont tous les privilèges possibles et imaginables. Pourquoi ? Pour qu'ils restent fidèles au message européen. C'est ça. Et les gens qui ont des privilèges et qui ne payent pas d'impôts, c'est la chose la plus dangereuse qui soit pour notre gouvernance. Parce qu'on les fait taire. Voilà. Sinon, si ça ne t'intéresse pas, si tu veux dénoncer ce que nous faisons, la porte n'est pas loin. Voilà. Ben, évidemment. Donc, la force du système de gouvernance, c'est aussi historiquement les cantons qui sont compétents dans les domaines clés, l'éducation, la santé, la police et la fiscalité. Moi, je me suis particulièrement attaché à la fiscalité suisse. Pourquoi ? Parce qu'elle permet justement une concurrence fiscale qui cherche à supprimer. En fait, en Europe, ils cherchent à harmoniser. En harmonisant, en fait, vous évitez cette concurrence fiscale, mais c'est surtout que vous empêchez le libre marché et les forces en présence de se comparer entre elles.
C'est comme si vous aviez des mauvais élèves dans une classe et puis que vous empêchiez les bons élèves de montrer l'exemple. Donc vous empêchez la concurrence. Donc grossièrement, ce que veut faire l'Europe, c'est qu'il n'y ait pas de comparaison possible. C'est pour ça que la Suisse dérange aujourd'hui fondamentalement, c'est que c'est un îlot au cœur de l'Europe qui est prospère, qui a une place financière solide, qui a un système de gouvernance qui est très décentralisé avec le fédéralisme. Et tout ça, ça dérange. Ça dérange beaucoup. Et un État très fort. J'aimerais bien nous Parce que les États sont vraiment très forts. Ils décident vraiment ce qu'ils veulent, quoi. Oui. Oui, ben justement, le fait que les Suisses puissent, à travers le système de gouvernance, initier des lois avec des initiatives ou stopper des lois avec des référendums, ça c'est quelque chose qui est inacceptable pour eux. Et c'est pas compatible avec ce système de gouvernance. C'est pour ça que là on arrive au bout du bout avec ces bilatérales 3 en fait. On appelle ça bilatéral 3, mais en fait c'est une adhésion cachée. On arrive au bout de ça. Ça veut dire quoi? En fait, il faut comprendre qu'on ne peut pas aller plus loin. Il faut arrêter net. Il faut arrêter net, couper net. Pourquoi? Parce que les accords déjà de 72 de libre-échange sont totalement suffisants pour que la Suisse puisse échanger avec l'Union européenne de manière raisonnable et coordonnée sans avoir aucun autre accord. Donc tous les autres accords qui ont été faits jusqu'à présent n'avaient qu'un seul objectif. Il faut dire la vérité, il faut dire les choses. Cet objectif, c'est quoi? C'est une adhésion. C'est fondre la Suisse dans l'Union européenne. Parce que la Suisse est le caillou dans la chaussure de cette technocratie. Ils ont un caillou dans la chaussure et ils ont envie que ce caillou il disparaisse. Alors, est-ce que vous avez envie que la Suisse disparaisse? C'est ça la question. Absolument pas. Mais il y a aussi la Genève internationale qui est aussi très cachée, que personne ne sait vraiment ce que c'est, croit que c'est une extension de l'OMS ou que c'est un organisme international de plus, mais personne ne sait vraiment c'est quoi la Genève internationale. Et cette Genève internationale, elle est déjà drôlement avancée. Donc ils peuvent pas. Elle est cachée à tout le monde. Elle est très très avancée. C'est pour ça que maintenant ils disent en passant par l'Union européenne, ben, la Genève internationale, elle va trouver tout son sens. Pour vous, c'est quoi la Genève internationale? Ben, la Genève internationale, c'est le siège de la gouvernance des mondialistes. Oui. C'est Gavi, toute l'équipe. Non, le VEF, non. le World C'est Economic Forum. Oui, voilà. Surtout le World Economic Forum, Et il me ils semble, ont hein, déjà il me décidé que ce serait la Suisse, Moi, le j'appelle bras ça la armé, maison- ils ont j'appelle des ça la maison du exécutifs diable, sera en Genève. Suisse, à Genève. Ah oui, Donc maintenant, ils sont obligés d'avancer, mais ils avancent Je sais pas. dans le mensonge. C'est ça qui est juste hallucinant. Parce que personne n'est au courant de ça. L'année dernière, à Balexer, il y avait une exposition sur la Genève internationale. Il y avait des stands et tout. Ils avaient pris tout le bas de Balexer. J'avais même fait des photos. Personne ne comprenait c'était quoi. Et c'était incroyable parce qu'il y avait les panneaux, il y avait absolument tout qui était là, puis Genève, mais personne n'était capable de projeter, de dire mais ça c'est le centre mondial, voilà, qui est prévu pour de l'agenda 2030, d'ailleurs il y avait même les dates. C'est-à-dire qu'en 2030, il est prévu que Genève... Tout sera réglé. Voilà, ouais. Et prenne la réglé, direction Réglé. d'une gouvernance qu'on ne connaît même pas. Personne ne sait ce que c'est. Une gouvernance sans visage. Oui. Voilà. Mais il y a le Grand Genève aussi qui Ça, c'est autre chose. Ah, mais le Grand Genève, c'est encore autre chose. Ça, c'est autre chose. Oui, parce mais que c'est- Ça, c'est le Et les côté gens y commercial, croient, ça. peut-être que les gens font l'amalgame, hein, ça aussi. Alors, c'est Non, vrai c'est qu'il différent. y a beaucoup d'organisations supranationales qui sont hébergées à Genève. Vous parliez de Gavi, il y a les organisations de Il l'ONU, y en a une trentaine. il y a l'OMS,
Chloé Fabrégui fait une liste magnifique. Oui, donc il y a beaucoup d'organisations. Le problème est toujours le même en fait. C'est qu'on a affaire à des organisations supranationales qui n'ont pas de mandat de qui que ce soit et qui imposent leurs règles. Vous le voyez en matière sanitaire avec le RSI, vous le voyez avec l'ONU qui est un puits sans fond qui a absorbé des milliers de milliards depuis des années pour aboutir à quoi? On se demande où va l'argent. Et ces fonctionnaires qui se développent sans fin, vous le savez très bien, qui ne payent pas d'impôts. Et donc ils entretiennent une technocratie aussi à travers les organisations de l'ONU. Sachant que la Suisse n'était pas dans l'ONU, ils ont poussé la Suisse dans l'ONU, et en fait la Suisse n'a jamais eu besoin de l'ONU, elle avait juste un siège comme observateur, mais d'ailleurs j'avais fait une analyse sur LinkedIn à ce sujet, que la Suisse devrait quitter l'ONU en fait. Quitter l'ONU parce qu'elle n'aurait jamais dû mettre un pied dans l'ONU. Déjà c'est incompatible avec la neutralité et personnellement, à titre purement personnel, je pense que l'ONU n'a plus de raison d'être. Cette organisation devrait être dissoute et que les pays puissent collaborer ensemble de manière bilatérale, mais un organisme supranational qui contrôle tout et qui s'établit comme l'ONU est extrêmement dangereux, et on voit où aujourd'hui on en est. C'est que la Suisse a accepté de suivre les règles de l'OMS en cas de pandémie et que le peuple n'aura pas son mot à dire. Donc on est dans une situation très grave où, en fait, c'est comme s'ils avaient confisqué le pouvoir des citoyens, en fait. Ils nous ont confisqué. Ça c'est acté, ça. Oui, ça a été passé au mois de septembre. Il y a certains pays qui n'ont pas signé le RSI, il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a d'autres pays, mais la Suisse, c'est à nouveau agenouillé. Si vous permettez, c'est pas tout à fait vrai. La Suisse a accepté avec des réserves sur certains points, notamment le fait qu'il n'y ait pas de contraintes au niveau politique sanitaire. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans tous les pays qui ont négocié à la fois le RSI et aussi le traité de pandémie, il y a eu de longues négociations, il y a eu beaucoup de reformulations. Si vous comparez la forme plus ou moins finale du traité sur les pandémies avec ce qui a été proposé il y a quelques années au début par le secrétariat de l'OMS, ça a été très atténué. Mais vous croyez aux réserves, vous? Pardon? Vous croyez aux réserves? Non, moi, j'y crois pas. Alors, si les pays qui émettent des réserves, ça veut dire qu'ils se dédouanent d'une obligation. De certains postes. Ouais, mais en pratique, quand vous voyez... Mais d'un point de vue législatif, ça vous donne le droit de ne pas appliquer certaines dispositions d'un traité. Bien sûr, oui, mais je vous dis juste d'un point de vue législatif, c'est que ceux qui connaissent ce qui a été signé pourront dire qu'effectivement il n'y a pas d'obligation sur tel ou tel point. Hein. Oui, mais dans la pratique et la réalité, on voit ce qui se passe. Ça on peut en parler, mais c'est autre chose. Ouais. Moi je vous parle de ce que vous venez de dire. La Suisse n'a pas accepté, n'a pas donné un blanc-seing complet à ces traités. Il y a eu des réserves émises sur certains points. En tout cas, c'est pas ce qu'on voit dans la presse. On lit dans la presse. La presse ne connaît pas les organisations internationales. Mais dans la pratique, mais de toute façon, beaucoup de gens ici sont de les peut-être qu'il y a des réserves, mais sur le fond, la Suisse a accepté de signer cet accord. Période. Non. Ben si. Il y a peut-être quelques réserves, dont vous mentionnez, mais la Suisse a signé cet accord. Voilà. Il y a des pays qui n'ont pas signé cet accord. Vous les connaissez, parce que vous connaissez le sujet, manifestement. Il y a les États-Unis et la Chine, et il y en a d'autres.
pense que Singapour. l'Italie n'a pas signé non plus. Il y a une liste, je ne sais pas tout en tête, mais bref. Et Monsieur Malo, malgré que la Suisse a justement ses instruments d'initiative populaire, référendum, etc., mais à la fin, c'est quand même court-circuité, malgré qu'on a ça. L'État arrive quand même à les tourner. Total. Par exemple, excusez-moi, mais par exemple, justement, quand il y a eu la loi sur le numérique, en 2021, le peuple a voté, ils ont détourné. Et puis ils reviennent, ils essayent quand même. Ils ont tourné et ça a passé. C'est ça. Alors, malgré qu'on a ces instruments. Il y a une défiance. C'est affreusement pervers. Il y a une défiance avec les autorités. Pourquoi ? Parce que les règles. En fait, les décisions du peuple sont de moins en moins respectées. Et il y a des initiatives qui sont passées devant le peuple, qui ont été acceptées, qui n'ont pas été appliquées. Et ça, c'est très grave. Très grave. Et d'ailleurs, une de ces initiatives, c'est le renvoi des criminels étrangers. Cette initiative aurait dû être appliquée. C'est pas le Conseil fédéral qui doit décider si c'est applicable ou pas. Le peuple en Suisse est souverain. C'est le peuple qui est souverain. Ça veut dire que les décisions qui sont prises doivent être appliquées. Et le Conseil fédéral doit s'exécuter et faire en sorte que les initiatives soient appliquées. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que déjà, il y a une chute de la participation dans les votations. Il y a de moins en moins de gens qui votent, grossièrement, alors que c'est quand même un trésor unique qu'on a au monde de pouvoir voter comme on le fait, que ce soit à la fois sur des textes qui sont proposés par le Conseil fédéral ou le Parlement, ou des initiatives individuelles des citoyens pour lancer des objets. Alors je dis pas, il y a beaucoup d'objets qui sont lancés, il y a des choses des fois qui sont un peu farfelues, mais il faut des choses farfelues, il faut qu'il y ait une diversité de choses, au moins il y a un débat. Mais vous voyez bien que en Europe et dans tous ces pays, il n'y a aucun débat. On impose aux gens... Et la Covid, c'était tout à fait l'exemple. Payer l'argent liquide. Donc la force du système suisse, c'est effectivement cette décentralisation qui est un rempart contre l'arbitraire. Et ça a toujours été un frein pour cette caste mondialiste, comme je l'appelle, qui cherche à verrouiller en fait la gouvernance et verrouiller l'économie, verrouiller les questions monétaires et tous ces sujets qui nous impactent au quotidien. Monsieur, vous avez dit tout à l'heure que nous étions dérangeants. Nous dérangeons à travers notre système institutionnel, j'allais dire magique et unique au monde. Il y a de quoi rendre jaloux beaucoup, effectivement. Mais on dérange d'autant plus que c'est nous, peuple, ou alors peuple et canton, c'est encore à décider. Ça n'a pas encore trouvé de solution. C'est nous qui allons décider si oui ou non nous allons accepter ces accords, voire notre prochaine entrée dans l'Europe. Il en a été de même pour l'ONU. C'est unique au monde. Aucun autre peuple au monde ne peut décider comme nous pouvons le décider. Donc en fait, le rocher du rocher, c'est Suisse qui dérange, c'est notre système institutionnel, y compris pour faire en sorte d'entrer là où une certaine mondialisation, une certaine Europe souhaitait que nous arrivions. Oui, mais ça dérange beaucoup. Ouais, parce qu'on n'est pas prêt de le quitter, n'est-ce pas? Oui, et on se battra jusqu'au bout pour conserver cela. Oui, mais ça, c'est en apparence et en théorie, c'est ça. La réalité, c'est que c'est plus subtil. C'est-à-dire là, d'ici 2027, horizon 2027, on va avoir à se prononcer, d'accord, sur cette odieuse adhésion, parce qu'il faut bien parler d'une adhésion. Le peuple et les cantons, oui. Soit le peuple, soit la double majorité. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est... C'est inscrit dans la Constitution. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il
ils ont fait la chose de manière plus subtile, c'est qu'ils ont abordé la question, ils ont pris ça sous l'angle technique, avec toute une législation contraignante, et il y a beaucoup de textes qui s'appliquent déjà. Donc aujourd'hui, et ce qui est pressenti, c'est que le vrai combat, c'est pas en 2027, c'est maintenant. Pourquoi maintenant? Parce qu'en fait, ils sont déjà en train de dérouler des directives et des normes. On le voit avec le GAFI et ce que fait la FINMA, et met en application déjà aujourd'hui de nombreuses législations qui impactent directement la Suisse sans qu'on ait eu notre mot à dire. Donc c'est beaucoup plus insidieux que ça. D'ailleurs, il suffit de taper Agenda 2030. Chaque pays a sur n'importe quel pays, il a sa page dans le gouvernement. Agenda 2030. J'ai déjà remarqué ce que chaque pays s'engage à faire. Dans ce cadre-là, il y a déjà, aux yeux de tout le monde, le plan, il est là. Sous Agenda 2030, vous tapez Agenda 2030, Suisse, puis vous verrez tout ce que les accords qui ont déjà été signés, les engagements pris. Alors, je crois qu'il n'y a pas assez d'informations qui sont authentiques. On est noyé dans les informations, donc on ne prend pas les décisions, le peuple ne peut pas prendre les décisions justes sur tous les sujets. Mais là, le peuple concerne le peuple. Si je peux me permettre, j'ai déjà assisté à 3 séances, justement, vous appellerez comme vous voulez, réunions. C'est très bien fait, c'est insidieux. Et les gens ne comprennent pas tout. Moi, j'ai des gens à côté de moi qui disent vous êtes extrême. Je dis comment je suis extrême? Commencez à réaliser ce qui se passe. Les gens n'ont pas l'air de comprendre. Et maintenant, on insuffle la peur. On commence à faire peur aux gens. Et ça, c'est terrible. On commence pas, on continue. Oui, on continue. Ça s'accentue fortement. Alors, fortement. Je me permets juste peut-être d'intervenir, Denis. Donc cette conférence va continuer simplement par rapport au format. Donc ça a pris une tournure à laquelle nous ne sommes pas habitués, très interactive, c'est très intéressant. Nos conférences durent 1 heure généralement, suivi, ça fait 1 heure de conférence maintenant, suivi de 20 minutes de questions, puis ensuite on continue la discussion à l'apéritif. Donc Monsieur Malo. Il reste combien de temps? Il reste 20 minutes. Normalement, c'est le moment des questions. Mais donc, comme c'était interactif, ça n'a plus vraiment de lieu. Je vais adapter. Je propose que vous déployiez votre exposé. Ensuite, on ouvre le tour des questions formelles. Et puis ensuite, on continuera autour d'un verre. Oui. Ça marche? Oui, c'est ça. Formidable. Moi, j'aime bien. C'est très très bien. Donc, j'ai mis la citation du général Guizon qui à mon avis critique aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est, c'est la Suisse n'a pas d'alliés, elle a des principes. Voilà, donc il faut se caler sur ces principes pour défendre notre souveraineté et faire en sorte que la Suisse reste indépendante. Alors, il y a ces différentes pressions qu'on a discutées ensemble par rapport à l'accord 4, les bilatérales 3. Donc la vraie question, c'est la reprise automatique du droit européen, clairement. Il parle de reprise dynamique, mais il n'y a pas de reprise dynamique. C'est tout simplement avoir 1200 accords à reprendre sans broncher, plus tout l'historique, c'est-à-dire plus de 22 000 pages de droit européen à reprendre sans broncher. Donc ce droit concerne tous les secteurs impactés, l'économie, la finance, la fiscalité, le marché intérieur et beaucoup de normes techniques.
Donc aujourd'hui, la Suisse, elle exporte environ 51% de ses produits dans l'Union européenne. Donc l'Union européenne est loin d'être, même si elle représente une part importante, d'être le marché, la zone exclusive de la Suisse. Il y en a qui parlaient de 60-65%, c'est pas le cas, c'est autour de 50%. Donc les marchés prometteurs pour la Suisse à l'avenir sont avant tout l'Asie qui se développe beaucoup, l'Inde et d'une certaine façon l'Amérique du Sud. Donc il n'y a pas lieu de se concentrer uniquement sur les pays d'Europe, puisque je dirais que l'Europe est un peu en régression et les autres zones sont en train de se développer. Donc il n'y a pas matière à penser que l'Europe, on est complètement dépendant de l'Europe et que l'Europe a besoin, nous avons besoin de l'Europe. Non, on peut très bien s'en passer. Et puis on peut même continuer à faire du commerce avec l'Europe sans être complètement dépendant des accords qui veulent nous imposer. Alors la question importante qui peut se poser, c'est est-ce que la souveraineté est encore possible dans un monde globalisé? Alors on en a parlé un petit peu là, c'est tout l'enjeu en fait. Est-ce qu'on décide de se fondre dans une forme de centralisation technologique, économique, monétaire, ou alors on continue sur le chemin qu'on a emprunté depuis plusieurs siècles, c'est de garder notre indépendance et notre souveraineté et notre système de gouvernance. Vous voyez qu'il y a eu plusieurs cas de figure où il y a déjà eu des initiatives qui visaient à réaffirmer la primauté du droit suisse, notamment en 2018. Le peuple, je pense qu'à ce moment-là, n'était pas mûr pour comprendre ce qui est en train de se passer maintenant. Je pense que s'il y avait une initiative de ce type-là qui est repassée aujourd'hui, le résultat serait différent. La neutralité qui est mise à l'épreuve aussi, vous l'avez bien vu avec l'Ukraine, où la Suisse reprend des sanctions alors qu'elle n'aurait pas à le faire. La Suisse est plus considérée comme une place idéale pour régler des conflits et de conciliation. Et sa situation de médiatrice et de pays qui peut offrir ses bons offices est vraiment hypothéquée par cette violation de la neutralité. Donc les arguments pour une souveraineté active, on les connaît, c'est maîtriser son destin, prendre responsabilité. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Essentiellement, il est là. Et ça, la responsabilité, ça s'apprend aussi, et beaucoup à l'école. Les jeunes, ils doivent savoir qu'il faut être responsable. On ne peut pas déléguer des secteurs importants et notre responsabilité individuelle à un organisme ou un système de gouvernance qui va décider à notre place. Donc la démocratie directe, je dirais que c'est un peu comme un jardin, et la responsabilité, ça s'entretient, il faut l'arroser. Sinon ça devient comme aujourd'hui, ça perd sa substance et c'est en train de s'effacer doucement. Alors évidemment, il y a toujours des personnes qui vont vous dire ah oui, pour accéder au marché, il faut harmoniser, tout ça, c'est un argument qui ne tient pas la route. On peut très bien commercer. Avant, il n'y avait pas l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et ça n'empêchait pas les pays de commercer ensemble et de créer des accords bilatéraux. D'ailleurs, la Suisse a beaucoup d'accords bilatéraux avec de nombreux pays au monde et ça fonctionne très bien. Et le principe des accords bilatéraux, c'est que c'est mutuellement profitable. C'est-à-dire que c'est négocié au cas par cas et qu'il n'y a pas une règle qui impose la même chose à tout le monde. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui et depuis déjà de nombreuses années. D'accord ? Concrètement, ce qui s'est passé avec l'annonce tonitruante de Trump d'annoncer 39% de douane à la Suisse montre bien que c'est la fin de l'OMC, récemment. C'est la fin de l'Organisation mondiale du commerce. Mais ça, ils ne le disent pas.
C'est la fin d'un ordre, justement, où on fait tout et n'importe quoi et on commerce avec... on ouvre toutes les frontières, on protège plus les marchés. Vous voyez ce qui se passe avec l'Union européenne, le Mercosur, ils sont en train de faire venir des produits agricoles d'Amérique du Sud et de ruiner les paysans, et finalement de détruire totalement le tissu agricole. Vous voyez les Ukrainiens qui sont autorisés à importer des quantités colossales de produits agricoles alors qu'ils ne sont pas dans l'Union européenne, alors que c'est des produits de mauvaise qualité. Vous voyez, moi je ne serais pas étonné qu'il y ait déjà potentiellement des produits ukrainiens sur le marché suisse. C'est juste pour vous dire. Alors il y en a qui vont dire évidemment que le droit international il prime déjà avec la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'il y a eu déjà quelques recours de personnes à la Cour européenne des droits de l'homme sur certains sujets. Et il y a des personnes qui vont dire la souveraineté absolue est un luxe que peu d'États peuvent se permettre. C'est vrai, mais nous on peut se le permettre. Déjà historiquement, ça fait déjà plusieurs siècles qu'on a cette attitude d'indépendance et de souveraineté. C'est pas d'hier. Et donc la Suisse a tout intérêt à préserver cette indépendance, cette neutralité qui fait son unicité et d'en être fier et de pouvoir le cultiver, de le transmettre aux générations futures. Donc aujourd'hui, l'objectif de souveraineté suisse, c'est de s'atteler à cette tâche qui est titanesque. Franchement, il faut le dire, elle est titanesque. Mais il faut garder espoir, il faut garder confiance, parce qu'on a des atouts qui sont considérables et il faut les faire valoir. Et pour ça, il faut s'engager, il faut se mobiliser. C'est pour ça qu'on cherche des bénévoles. On cherche aussi des gens qui ont des moyens financiers qui peuvent nous aider à faire en sorte que nous sauvions ce qui reste à sauver, parce que là, on est dans une situation critique. Voilà. Est-ce que il y a quelques questions qu'on peut prendre? Alors, très bien. Alors, écoutez, on va continuer les questions. Monsieur Lézard. Question. Alors, j'ai une. Vous avez beaucoup parlé de l'UE et pas de l'OTAN. Et pour moi, c'est très imbriqué, l'OTAN et l'UE. De temps en temps, on utilise l'OTAN, de temps en temps, on utilise l'UE pour faire passer... On ne sait pas, le rôle n'est pas bien défini parce que l'OTAN a un rôle politique. Ils sont infiltrés aussi. Donc, c'est flou, là. Alors, la question de l'OTAN, effectivement, se pose. Ils sont actuellement en train de potentiellement voir à terme si la Suisse n'intégrerait pas l'OTAN. Ils font des exercices ensemble. La Suisse a plus de 70 000 soldats et aujourd'hui les armées européennes ont besoin de forces mobilisables. Donc la question en fait c'est que la Suisse en étant neutre n'a pas intégré quelque organisation que ce soit comme l'OTAN. C'est ça la question. Donc voilà, il y a aussi des manœuvres qui sont en cours pour faire en sorte que... Parce que grossièrement, ce qu'ils veulent, c'est pousser la Suisse dans l'Union européenne, donc elle soit dissoute dans l'Union européenne et qu'il n'y ait plus de neutralité, qu'elle soit intégrée aux forces armées européennes. Voilà, c'est ça l'objectif, c'est pas autre chose. Donc il faut faire en sorte que... De toute façon, ça va être déterminant, le peuple suisse va se prononcer, mais avant cela, là, maintenant, il faut se battre et faire en sorte que le peuple empêche ce qu'ils vont faire, c'est tout. Il faut empêcher ce qu'ils sont en train de préparer. Oui, je me permets juste de moi aussi poser une question. Alors, moi, je suis resté un peu sur ma faim sur une chose. On a beaucoup parlé d'idéologie ce soir, dans le sens où on a beaucoup parlé des attentions, des agendas, des intérêts des différentes parties prenantes de cette question de la souveraineté suisse. On a peu parlé de fait.
Et moi, je suis assez convaincu, même si je partage qu'on nous vende une soupe en permanence et que je pense que, évidemment, parler de cette idéologie et de révéler qu'il y a un agenda derrière est quelque chose qui nous parle à tous. Mais pour assurer une souveraineté, il faut du pouvoir. Et le pouvoir va au-delà de l'idéologie. Et moi, la question que je me pose, c'est que on peut évidemment parler de ces paquets, de l'intention et de nos élites qui sont acquises à une cause mondialiste, appelez-la comme vous la voulez. Ensuite, il y a la réalité dure, qui est que on ne signe pas ces accords, le peuple a décidé, très bien, on recommence à avoir les sanctions européennes sur la recherche. Ensuite, on nous met des droits de douane parce que l'Europe elle-même s'est fait taper sur le museau par M. Trump. Alors, elle n'aura qu'un plaisir à taper sur le museau de la Suisse. Elle empêche toute la commercialisation du matériel médical, qui est un grand sujet, et la pharma suisse pique du nez. Enfin, on l'a vu, elle n'a pas hésité à utiliser de son pouvoir avec l'agenda qui est le sien. Et moi, ma question, c'est: si on fait une pesée d'intérêt juste à ce niveau-là, qu'est-ce que vous pensez? C'est-à-dire, on peut toujours par principe se dire on résiste, et ça c'est certainement ce que le cœur de nous tous dictera. Mais si la Suisse a aussi fait preuve de rationalité dans ces moments, où il faut justement faire une pesée des intérêts et de se dire qu'est-ce qu'on risque, sachant que l'Union européenne, avec l'agenda qu'on lui attribue, ne s'arrêterait pas et ne fera pas que prendre acte de notre refus s'il y en a un. Alors moi je pense qu'il faut se positionner dans une situation et une position de courage. Et ce que vous êtes en train de me dire là, ce que vous êtes en train de laisser entendre, c'est qu'il faut se mettre dans une position de soumission. Non ? Si. Je suis désolé. Écoutez, la soumission... Je suis désolé, vous êtes en train de dire à l'audience ici que, grossièrement, avec tous les problèmes qu'on a, on serait très bien rejoindre l'Union européenne pour éviter que l'oncle Sam vienne nous taper sur les doigts. C'est ce que vous êtes en train de dire. Vous mettez des propos qui ne sont absolument pas les miens. Mais vous êtes un européiste, je le vois d'emblée. Non. Je vous assure que non. Vous demanderez à tout le monde, pas du tout. Je pense. Si. Écoutez, pensez ce que vous voulez. La question n'est pas là. La question est simplement de se dire... comme je vous ai dit, moi je partage cette vue et cet agenda que vous avez développé dans votre exposé, c'est pas le point. Le point simplement... C'est pas une idéologie d'ailleurs. Vous parlez d'idéologie, c'est des faits. Tout ce qu'on a dit là, c'est des faits. Oui, c'est des faits. Vous parlez d'idéologie. J'entends bien. Vous voyez où l'idéologie ? L'idéologie, c'est le fait qu'on essaye de nous présenter un agenda ou des intérêts sur une forme déguisée ou d'une forme contournée. Et c'est exactement ce qu'on a fait peut-être pendant le Covid, c'est exactement ce qu'on a fait pendant plein d'autres événements. La façon comme vous avez décrite, sur la façon technique, on essaie de nous noyer le poisson de ces accords bilatéraux. Voilà, c'est une forme d'agenda qui est poussé sur un discours idéologique qui essaie de cacher les intérêts. Ça vous dérange, ça ? Bien sûr que ça me dérange. Ah, ça vous dérange ? Bien sûr que ça me dérange. Donc ça vous dérange qu'on parle de faits ? C'est pas idéologique. Enfin, on ne parle pas de la même chose. C'est l'idéologie européenne. C'est pas la nôtre. Enfin, ce que je veux dire simplement, c'est que à un moment donné, voilà, à un moment donné, on risque d'aller dans une situation, on risque d'aller à la confrontation avec l'Union européenne. Et la confrontation, elle est plus de l'ordre de discours, d'essayer de séduire les gens, parce que la décision a été prise, et donc on est dans une confrontation avec l'Union européenne. Et ma question, c'est, est-ce que, d'abord, la première chose, ça devient l'ennemi, et donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'il a les moyens de nous nuire sérieusement ? Maintenant, pour revenir sur votre question du courage, moi je défendrai évidemment l'autonomie, si vous voulez avoir mon opinion personnelle, et mes intentions de vote. La question est simplement de se dire, si on va au combat, est-ce qu'on gagne ? Est-ce qu'on a les moyens ? C'est tout. C'est une question, c'est de la prendre positivement, cette question. C'est une bonne réflexion derrière. Aujourd'hui, la question, on a toujours été indépendant, on a
il n'y avait pas d'Union européenne avant, on s'en sortait très bien. On peut très bien être considéré comme un pays comme tous les autres du monde, et on s'en sort très bien. On n'a pas besoin de l'Union européenne. D'autre part, moi je vais vous dire quelque chose, c'est que l'Union européenne n'a pas d'avenir, et que ce groupe technocratique va s'effondrer sur lui-même. Voilà. Donc, qui serait assez fou aujourd'hui pour rejoindre une technocratie sans mandat, sans démocratie directe? Il faudrait vraiment être fou pour rejoindre un groupe aujourd'hui comme ça. Et qui pousse à la guerre en plus. À bord du Titanic. On va prendre 2 questions ou une question, et puis après je vous propose qu'on continue ce débat passionnant autour d'un verre qui sera encore plus convivial que ne l'a été cette conférence. Vous êtes renseigné sur la nouvelle société de l'éthique, je pense que vous êtes conscient aussi qu'on partage les mêmes inquiétudes et les mêmes préoccupations sur l'avenir de notre pays, c'est la raison d'être même de la nouvelle société de l'éthique. Mais ma question, vous avez ouvert votre exposé en disant c'est très bien, il y a déjà des organismes qui font un travail formidable, il faut garder cette diversité qui est une richesse pour des raisons aussi de ralliement de différentes voix, etc. Mais par exemple, expliquez-moi, qu'est-ce qui différencie Souveraineté Suisse de Pro-Suisse par exemple? Parce que ProSuisse est un organisme qui tout récemment a donné une conférence de presse à Berne le 27 octobre, je crois, dans laquelle ils ont pris position de manière très 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 claire sur qu'il ne fallait plus appeler ça bilatéral 3 parce que c'était un abus de langage, que la presse a imposé cet abus de langage pour noyer le poisson également. Ils ont vraiment été assez clairs, je pense, sur cette négociation avec l'Union européenne et sur la tournure que prenaient les événements. Donc, Souveraineté Suisse est une initiative, à mon avis, qui vous tient à cœur, comme vous l'avez démontré depuis le début, mais en quoi est-ce que vous apportez une plus-value vis-à-vis, si je pourrais utiliser un terme managérial économiste, par rapport à Pro-Suisse, et est-ce que ça ne divise pas davantage la force? Non, je pense pas. Déjà, à la base, Pro-Suisse, c'est quand même clair pour beaucoup de personnes, c'est qu'il y a l'UDC derrière Pro-Suisse, essentiellement. Ouais. Et ça pose problème à pas mal de gens. Parce que les gens ne veulent pas être associés à un parti si prononcé avec des axes, des fois, qui peuvent déranger, etc. Bref, derrière Pro-Suisse, il y a essentiellement l'UDC. Et donc, nous, on se positionne au-dessus des partis comme mouvement citoyen apartisan et indépendant. D'autre part, il y a pas mal de choses qu'on va lancer, qu'on va faire, pour des raisons de stratégique et de confidentialité. On ne peut pas vous en parler maintenant, mais on va faire des choses différentes. On va innover, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites qui ne sont pas adéquates pour répondre aux dangers qu'on doit faire face. Donc il faut utiliser de manière intelligente les réseaux sociaux, il faut utiliser la technologie, il faut faire les choses différemment, il faut innover, et c'est tout ce qu'on va faire. Et qu'aujourd'hui, ces groupes-là ne font pas. Parce qu'ils sont dans une logique... ça fait des années qu'ils sont sur le terrain, ils ont fait un travail remarquable, et c'est bien qu'ils continuent, mais nous, on veut faire les choses différemment. Voilà, on veut innover et surprendre. Voilà, on a des projets ambitieux, je ne peux pas vous en parler parce que c'est confidentiel, mais on a des projets ambitieux qui vont surprendre. Voilà. Encore une question, monsieur? Oui, j'ai 2 questions qui sont liées. L'une, c'est la même que vous venez de poser, mais par rapport à un autre mouvement qui fait un travail semblable, qui, lui, n'est pas associé à un parti comme l'UDC, c'est le mouvement fédératif roman, que vous avez cité tout à l'heure. Donc, quelle différence avec le mouvement fédératif roman? Et deuxième, en lien avec la souveraineté, la question d'ailleurs a été posée hier soir à l'Uni Dufour, à la présentation du Conseil fédératiste, c'est que se passerait-il si on observe une tendance de fond en Europe où des partis souverainistes ou des mouvements souverainistes arriveraient gentiment au pouvoir?
Oui, je ne sais plus si c'est un qui a pas de question. Oui, vous avez peur des mouvements souverainistes? Alors, pas se Il y a différents pays où il pourrait y avoir des mouvements souverainistes, la France, France ou d'autres, etc. Après, qu'on y croit ou pas, ça c'est pas une question. Mais il y a des pays où on a observé dernièrement la question, monsieur. Oui. Est-ce que vous avez peur des mouvements souverainistes? Non, vous ne comprenez pas. Si, qu'est-ce qui se passerait avec l'Europe? Vous êtes en train de me poser une question un peu alambiquée. Non, c'est la même question qu'hier soir. Est-ce que vous avez peur des mouvements souverainistes, monsieur? C'est moi qui vous pose une question. Donc ma question c'est, que se passerait-il si justement dans les différents pays d'Europe, ces mouvements souverainistes arrivaient au pouvoir? Est-ce que dans ce cas-là, l'Europe elle-même pourrait être changée de l'intérieur? Non. Bah, si elle est changée de l'intérieur, je pense qu'elle permettra au peuple de récupérer ce qui lui appartient, c'est-à-dire sa liberté et son champ d'action. Voilà, ce serait une Europe d'avant Maastricht, en gros. Bah, évidemment, ça sera une Europe qui sera différente, parce qu'à la base, l'Europe n'était pas... Enfin, on ne nous l'a pas vendu sous ce format-là. Et donc... ça a été dévoyé. Qu'on puisse coopérer, collaborer entre États européens, c'est important, mais pas sous cette forme telle qu'elle s'est développée. Et vous seriez étonné, il y a beaucoup de gens qui défendaient l'Europe encore dans les années 90 et sa forme, parce que c'était bien, mais ils ont complètement changé d'avis, parce que c'est pas du tout ce qu'on leur avait vendu en fait. Non, parce que vous avez justement deux tendances. Il y a des gens qui disent Brexit, Frexit, Grexit, enfin, il faut qu'on sorte de l'Europe. Et d'autres qui disent non, pas du tout, parmi les souverainistes. Il faut qu'on y reste et qu'on la change de l'intérieur. C'est impossible. Effectivement, il y a des gens qui pensent ça. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucun moyen de changer ça de l'intérieur. Donc moi, ce que je vois, c'est un effondrement de l'Europe telle qu'elle est. C'est une bureaucratie qui doit dégager. Et de nouvelles collaborations doivent être établies avec les pays européens sur certains secteurs et des accords bilatéraux, mais les pays doivent reprendre leur souveraineté. De toute façon, c'est ce qui va se passer, parce que l'Europe actuelle telle qu'elle est n'a aucun avenir. Aucun. Et je vous le dis, l'euro va disparaître. Et la question sur le mouvement fédératif roman? Alors, concernant le mouvement fédératif roman, moi j'ai préparé le lancement de Souveraineté Suisse au mois de juillet. J'ai calé le lancement officiel du mouvement à travers la presse helvétique et internationale le 1er août. J'ai été contacté par Michel Caillet fin juillet. On m'a envoyé un mail en me disant « Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Il y a déjà suffisamment de groupes comme ça. Qu'est-ce que valeur ajoutée vous apportez ?» Et moi, j'ai répondu en expliquant ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on veut faire les choses différemment. La diversité dans la fécondité, dans le sens où on veut apporter déjà une vision plus aérienne, des outils modernes, une capacité d'action agile et innovante. Et donc c'est là où on veut se positionner, et particulièrement avec une organisation puissante, avoir une association pour développer les activités militantes et une fondation qui va pouvoir avoir des moyens financiers importants pour déployer tout ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas. La plupart des groupes moi je discute avec pas mal de gens et de groupes, le gros problème qu'ils ont tous, c'est l'argent. Ils n'arrivent rien à faire parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc nous, on va surmonter ça. D'autre part, par rapport au MFR, nous on joue le jeu, on transmet du contenu. Il y a eu les votations sur l'IID, on a transmis pas mal de contenu du MFR, parce qu'on part du principe masse-vol aussi, que tous les groupes qui veulent communiquer, nous on diffuse aussi certains de leurs communiqués pour que tout le monde soit au courant. Donc on joue le jeu. On n'a eu aucun contrepartie du MFR. Ils nous ignorent totalement. Et j'étais effrayé de voir ça. Que des gens qui s'impliquent dans des mouvements citoyens indépendants, ils fassent leur petite soupe sur leur petit réchaud. C'est pas notre état d'esprit.
Voilà, je vous dis, je vous réponds. Merci. Alors, je m'excuse. Oui, dites. Alors, une question, après on va passer aux mêmes questions, mais avec un verre. On a parlé de l'Union européenne, mais le Conseil de l'Europe, est-ce que vous faites une différence entre les deux? Est-ce que par le Conseil de l'Europe, on arriverait justement à changer les choses? Ou il est tout aussi pourri C'est là où il y a personne. Le Conseil de l'Europe, vous avez vu qu'il y a Oui, on a vu. Je ne comprends pas. Je sais pas à quoi ça sert. On place les petits À copains. la base, c'est un organisme qui n'a pas de mandat. Les membres ne sont pas élus, il n'y a pas de... C'est en fait une sorte de micro-organisme qui a été monté dès le départ pour préparer l'Union européenne. Mais il ne faut pas chercher dans cet organisme quelque réformation que ce soit. De toute façon, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, cette Europe ne peut pas être réformée. Donc j'entends des économistes, même Bernard Monod en France, qui a écrit un livre à ce sujet en disant qu'il faut réformer l'Union européenne, il ne faut pas faire le Frexit. Ce n'est pas possible de réformer cette technocratie. Non, ça je suis d'accord avec vous. Je voulais juste savoir si vous faisiez la différence. D'ailleurs, si ça avait été possible, il l'aurait fait depuis un moment, mais il ne cherche pas à le faire parce que de toute façon, ce n'est pas leur agenda. C'est tout. On le voit, je dirais, les faits, ils sont là. Oui, dans l'Union européenne, ça c'est clair. Mais je me demandais si c'est le Conseil de l'Europe. Parce que Versailles reprend justement par rapport à Churchill, quoi. Oui, mais bon, c'est des paroles. Oui, je sais que c'est des paroles. Très bien. Écoutez, merci beaucoup.